Bonjour à tous. Je remercie nos intervenants du groupe Renault d'avoir accepté notre invitation à intervenir dans ce format au cœur de l'entreprise avec le groupe Renault. Et je remercie également tous les participants, personnels de l'éducation nationale, qui ont décidé de consacrer leur après-midi à enrichir leur formation continue en participant à cet échange. Et en effet, je le rappelle, ces échanges avec des professionnels, des opérationnels de l'entreprise, des RH, de secteurs variés, sont organisés en partenariat avec le CEFPEP et ils visent donc à enrichir la formation des enseignants dans le domaine de l'orientation, c'est-à-dire de pouvoir répondre à des questions des élèves tout au long de l'année et de pouvoir leur partager des informations de première main. Alors, nous avions évoqué au mois de novembre l'évolution des métiers de la banque avec le groupe Labred et nous allons aujourd'hui nous intéresser aux métiers notamment de l'industrie avec le groupe Renault. Et pour contribuer à apporter ce regard, nous allons écouter Ilona Uchwol, qui est chef de service école du manufacturing de Renault, et Éric Marquiol, directeur industrie 4.0. Et je les inviterai d'ailleurs à se présenter pour nous dire en quelques mots leur parcours. Je remercie également Frédéric Carluer, qui est inspecteur général de l'éducation, du sport et de la recherche et qui est inspecteur général dans le groupe de sciences économiques et sociales et qui a accepté de modérer cet échange. Alors, justement, pour le rendre dynamique, j'invite Frédéric Carluer à intervenir au fil de l'eau des présentations pour nous partager toute remarque qui lui semblera utile pour la bonne compréhension des participants. Voilà, je vous invite d'ailleurs d'ores et déjà à poser vos questions dans le chat. Elles seront relayées à la fin de notre échange pour pouvoir donner davantage encore d'interaction. Merci beaucoup et je te laisse la parole. Frédéric, c'est à toi. Oui, bonjour à toutes et tous. On me voit bien, m'entend bien, j'espère. Donc, Oui. Frédéric Carver, inspecteur général des sciences économiques et sociales depuis maintenant 10 ans, donc au ministère, et précédemment professeur des universités en sciences économiques et spécialiste d'économie industrielle internationale. Et donc, j'ai eu l'occasion déjà d'échanger avec nos deux intervenants avec un vif intérêt, puisque moi-même, il y a de cela une dizaine d'années, en tant que directeur d'un master dédié au management de projet, j'ai moi-même eu l'occasion de faire plusieurs visites immersives au sein du technocentre de Renault à Guyancourt et de côtoyer un visionnaire de l'entreprise, à savoir Yves Dubreuil, qui, entre autres choses, avait publié cet ouvrage assez innovant, Twingo, la voiture qui n'existait pas. Voilà donc les liens que je peux avoir avec l'entreprise Renault, mais qui va nous être tellement mieux présenté par donc les deux membres de l'entreprise à qui je laisse la parole et que j'accompagnerai volontiers au gré de leur présentation. Merci Frédéric. Donc bonjour à toutes et à tous. Donc avec Ilona, on est très content de partager ce moment avec vous. Donc on va essayer de vous expliquer un petit peu l'activité de transformation qui est en cours dans le groupe et également éclairer finalement quelle transformation plus spécifiquement au sein de la partie industrielle s'opère, notamment sur tout le sujet digital. Alors, peut-être pour me présenter au départ, donc, moi je suis ingénieur de formation. J'ai démarré chez Renault, on va dire, dans l'industrie depuis tout petit, au sein des usines, avec un parcours opérateur, chef d'équipe, etc. Donc, avec beaucoup d'alternance finalement entre des activités de management, des activités techniques au sein de la qualité ou de l'ingénierie process. Et j'ai alterné entre plusieurs usines avec des responsabilités opérationnelles différentes jusqu'à être directeur des opérations dans une usine. Depuis 4 années, je suis en charge de l'industrie 4.0, donc c'est la transformation digitale, et j'y reviendrai un petit peu plus tout à l'heure en détail de ce que cela représente pour nous. Mais avant de prendre en charge, on va dire, l'industrie 4.0, j'ai également en charge tout le système de production, ce qu'on appelle le Lean Production System, donc l'organisation finalement de l'ensemble de nos équipes
sur l'industrie. Toute la partie formation côté industrie, donc tout le training. Alors, quand je dis industrie, ça représente quoi? Ça représente bien sûr toutes nos usines, mais aussi les équipes qui installent nos lignes de fabrication et toute la supply chain. Voilà, et donc c'est pour ça que je suis accompagné d'Ilona, qui s'occupe de toute la partie formation, qui pourra rentrer encore plus dans le détail dans cette partie-là. Alors, bon, je pense que le groupe Renault, forcément, vous le connaissez bien, mais je vais commencer peut-être par vous donner quand même quelques chiffres pour vous éclairer sur ce que nous sommes et sur ce que cela représente. Alors, le groupe Renault, tout d'abord, ce n'est pas que Renault, bien sûr, c'est 5 marques avec les différentes alliances et les différentes marques que nous possédons. Donc, la plus connue, c'est bien sûr Renault, plus l'alliance avec Nissan, dans laquelle nous avons également Mitsubishi Motors, la marque Dacia, la marque Lada, qui est peut-être moins connue, qui est en tout cas, qui a eu des véhicules iconiques dans les années 90 et un peu moins en Europe occidentale, mais qui est très présente en Russie notamment. La marque Alpine, bien sûr, et depuis cette année, la marque Mobilize, qui est une offre finalement complètement différente, justement dans les ruptures. Plutôt que de simplement proposer des voitures, maintenant on propose des offres de services et de kilomètres. Notre alliance représente près de 3 millions de véhicules vendus en 2020 sur l'ensemble, et en production 2 825 000 voitures produites sur l'ensemble de la planète, comme vous allez le voir. Alors, le premier point, c'est que il faut toujours avoir une raison d'être et une vision finalement sur la transformation. Donc, avant de parler de vision, on a voulu illustrer ici un peu finalement qu'est-ce qui nous rapproche et qu'est-ce qui nous motive tous ensemble au sein des personnes qui bossent dans le groupe. Donc pour moi, c'est depuis 1989 que je suis à l'intérieur de ce groupe. Donc c'est peut-être un peu un gros mot de le dire, mais c'est une vraie famille, je pense, et il y a une vraie transformation avec un lien très fort entre les personnes de tous les niveaux au sein de ce groupe. Donc vous avez ici sur notre stratégie RSE nos 3 piliers: la neutralité carbone, la sécurité et l'inclusion. Sur la stratégie plus long terme du groupe, notre nouveau CEO, Luca Di Meo, a lancé le plan Renaulution avec trois étapes. Une première étape 2020-2023 qu'on appelle Resurrection, la phase de Resurrection, pour redonner à Renault. Vous savez qu'on a eu des années difficiles il y a à peu près une année et demie, et que le Covid ne nous a pas aidés en termes de visibilité et d'augmentation des ventes. D'où cette phase de résurrection qui se passe plutôt bien. Donc, on espère que les résultats 2021 qu'on va annoncer sont conformes aux prévisions, mais on est plutôt confiant. Deuxième phase, 2023-2025, rénovation. Donc, le lancement avec d'une gamme complète sur le véhicule électrique, avec des marques renforcées. Et enfin, une phase complète, c'est là où la révolution arrive, à partir de 2025, où on ambitionne d'être leader sur l'offre de mobilité et sur la technique associée. Juste pour repositionner un peu le groupe sur finalement les ventes, on est le 3e groupe mondial en termes de ventes. Devant, il y a bien sûr Toyota et Volkswagen. Le 4e, c'est le groupe Stellantis. Et enfin, on va trouver derrière donc, Hyundai, GM et les autres. Donc, malgré une période un peu difficile au sein de l'alliance Renault-Nissan, voilà, il faut toujours garder en tête que finalement, on représente quand même le 3e groupe mondial de fabrication automobile. Les chiffres clés de Renault avec les différents marchés, vous les voyez là, sur l'ensemble des ventes. Vous pouvez voir notamment ici les ventes
en Russie. Hein, donc c'est pour ça que je vous disais que c'est peut-être relativement peu connu le marché russe pour le groupe Renault. Mais on a vendu l'année dernière plus de 480 000 voitures, donc à la fois sur la marque Renault ou la marque Lada. Bien sûr, l'Europe est très présente avec la France et l'Allemagne en tête, mais on va trouver d'autres marchés où on est assez présent, comme la Corée du Sud avec notre marque Samsung Motors, le Brésil ou l'Inde. Nous avons une ville en collaboration avec l'alliance Renault-Nissan. En ce qui concerne l'industrie, donc le secteur dont je m'occupe plus particulièrement de la transformation digitale, donc l'industrie, comme je disais, hein, donc ce sont toutes les usines qui fabriquent les voitures, mais qui aussi tous les organes mécaniques, boîte de moteur thermique, moteur électrique, boîte de vitesse, châssis, etc. Et donc ça représente 92 000 collaborateurs, 55% des effectifs du groupe. On est présent sur 16 pays. Et vous voyez la répartition, ce qu'on appelle entre les cols blancs et cols bleus, avec 70% de cols bleus, 30% de cols blancs, 15% de femmes. Donc on est un secteur, notamment avec la partie opérateur, où finalement le pourcentage de femmes est malheureusement insuffisant, parce qu'on est à 15%. Le groupe Renault est à au-dessus de 24% en termes de présence féminine. Ensuite, quand vous regardez les chiffres globaux sur ces 92 000 collaborateurs, on va en trouver 57 000 dans les activités de fabrication, 5 500 sur la partie ingénierie et 2 500 sur la supply chain, spécifiquement quand vous faites le zoom sur les 65 000 de Renault. Donc la présence internationale, donc notre politique, c'est de fabriquer des voitures le plus près possible des sources de consommation. Hein. Donc on a des implantations dans la plupart de nos grands marchés, avec 39 sites de production, 13 sites logistiques et 8 millions de composants, ce qu'on connaît un petit peu moins, 8 millions de composants pour réaliser l'ensemble de l'assemblage de nos véhicules. Également, peut-être un chiffre que vous n'avez pas sur ces montants-là, ce sont les emballages. On gère plus de 10 millions d'emballages durables, hein, puisqu'on n'est pas dans majoritairement, on a abandonné le carton aux emballages qu'on recycle pour faire tourner nos usines au travers de la planète. Alors, quelques mots sur finalement c'est quoi cette transition et qu'est-ce que ça représente en termes de changement. Donc vous avez tous entendu bien sûr déjà les premiers changements majeurs qu'on a eu dans les années 2012 à 2018 sur le mouvement du diesel vers l'essence. Donc ça a quand même été pour nous, et pas que pour nous, mais pour beaucoup de constructeurs, une transition menée tambour battant avec des changements importants dans nos installations, notamment dans nos usines powertrain. Mais ce changement, avec beaucoup d'investissements à la clé, mais ce changement continue. Et ce changement continue avec le mouvement, bien sûr, vers l'électrification totale. Là, vous voyez les répartitions que l'on vise entre ICE, c'est ce qu'on appelle la propulsion thermique, et ensuite vous avez entre le bleu, c'est le full électrique, le vert clair, c'est l'hybridation, et le vert foncé, c'est ce qu'on appelle le plug-in hybride, l'hybride qu'on peut recharger directement. Voilà. Donc là, vous voyez finalement la transformation qu'on est en train de vivre en très peu d'années, hein, quand on regarde finalement ce qui s'est passé dans la fabrication automobile depuis une centaine d'années. Là, les changements que l'on vit en moins d'une dizaine d'années sont pour nous quand même très rapides et brutaux dans tout l'écosystème industriel. Le deuxième point qui est intéressant d'examiner finalement dans cette chaîne de valeur, dans la fabrication,
c'est que les grands équilibres changent un petit peu. Aujourd'hui, sur une voiture thermique, vous avez 75% de la valeur de la voiture qui est finalement en dehors des organes mécaniques. Donc, ce qu'on appelle les organes mécaniques, ça va être le moteur, principalement moteur, boîte de vitesse, etc. 75% de la valeur, vous allez le trouver dans la carrosserie, l'habillage, etc. Demain, quand vous basculez sur un véhicule électrique, l'équilibre finalement de valeur change complètement. Vous êtes à 56% seulement sur la partie véhicule et 44% pour les organes. Alors, les organes d'un véhicule électrique, bien sûr, c'est la batterie, mais il n'y a pas que la batterie. Il y a bien sûr le moteur électrique et tous les organes d'électronique de puissance qui servent à la fois réguler l'arrivée d'énergie au moteur, mais également gérer toute la partie charge. Et donc, ça fait un changement très important dans la répartition de la valeur dans la transformation industrielle. Et donc, si on ne veut pas, quelque part, nous, perdre le contrôle et se retrouver dépendant de fournisseurs extérieurs ou étrangers qui vont avoir la totalité, finalement, du contrôle sur les organes stratégiques, nous sommes obligés d'adapter complètement notre système industriel pour être capable de réaliser ces nouvelles productions. Alors, tout le monde entend parler de la batterie, hein, voilà. Mais sachez que la batterie, c'est qu'une partie de l'enjeu. L'électronique de puissance qui est autour de la batterie, le moteur électrique, etc., sont également des enjeux très importants et avec des ruptures technologiques assez fortes. Et Renault, en plus, a quelques belles pépites technologiques à pousser dans ce domaine-là. Donc, vraiment, les 10 années à venir pour nous, on a déjà démarré, hein, bien sûr. Vous savez que Renault, avec la Zoé, on a été le premier fabricant à faire une voiture, on va dire, de masse en Europe, full électrique. C'est, je crois d'ailleurs, la voiture la plus vendue en Europe de tous les temps sur le modèle électrique. Donc, on bénéficie de ce savoir-faire. Mais voilà, mais tout le challenge pour nous, c'est vraiment de capitaliser là-dessus et d'avoir une gamme pour le véhicule Renault, pour la marque Renault, qui soit 100% électrique bien avant 2030. Là, vous voyez donc justement les ambitions en termes de nouvelles voitures, nouvelle gamme pour Renault. Donc là, on est en train de commercialiser la Mégane E-Tech électrique, donc une Mégane 100% électrique. On va lancer également un nouveau SUV électrique. Donc d'ailleurs, il y a eu le release du nouveau nom qui a été fait la semaine dernière, si je ne dis pas de bêtises, Hélène. Il va s'appeler Austral. On est en train de préparer le lancement d'une future Renault 5, électrique. On a bien sûr le Kangoo qui a été lancé avec une version complètement électrique et avec une architecture aussi assez innovante, puisqu'on a supprimé sur un des côtés de la voiture ce qu'on appelle le pied B, c'est-à-dire que l'espèce de montant que vous avez entre les portes avant et les portes arrière qui gêne finalement pour l'accès, on a réussi à le supprimer. Et puis donc un certain nombre d'autres véhicules qui sont en cours de définition, mais qui sont complètement électriques. Donc l'ensemble de ces véhicules seront construits et assemblés dans ce qu'on appelle notre entité Electricity, composée des usines de Douai, Maubeuge et STA pour la partie mécanique, donc dans le nord de la France. Sur Dieppe, on est en train de lancer un nouveau véhicule Alpine. Sandouville, on prépare un nouveau trafic aussi complètement électrique. Et puis sur nos usines de Bâti, c'est le Master, avec un partenariat également pour rentabiliser les opérations. Cléon, c'est la plus grosse usine de mécanique de notre groupe. Alors, pourquoi je dis mécanique? Parce que traditionnellement, c'était là où on fabriquait tous nos moteurs, une grande partie de nos moteurs thermiques et nos boîtes de vitesse. Une usine qui date de 1960 et qu'on a réussi à transformer, qu'on est en train de transformer complètement
vers une méga factory de moteurs électriques et de boîtes pour véhicules électriques. Donc, c'est déjà Cléon qui fabriquait le moteur la Zoé et qui va fabriquer maintenant le moteur ePitty avec pas mal d'innovations techniques au sein de cette usine. Donc, ce qui est intéressant, c'est finalement de se dire qu'on a des usines comme Cléon ou même Douai ou même d'autres qu'on est capable, malgré leur âge, de transformer complètement et de les rendre complètement up-to-date avec les différents items, notamment sur la digitalisation dont je vous parlerai tout à l'heure. Et c'est vraiment pour nous un enjeu important d'être capable de transformer nos usines, de ne pas faire, entre guillemets, comme Tesla, qui, eux, ont la chance de dire, voilà, on part d'une usine complètement neuve. Nous, on a un asset industriel, on a des équipes, on a des hommes, et il faut transformer notre asset industriel, il faut transformer nos équipes pour être capable de réaliser la production de cette nouvelle chaîne de valeur. Alors peut-être une question, Eric, là, à ce moment-là. Ouais. Est-ce que vous pourriez nous dire, sur les 20 dernières années, concernant l'industrie qu'on va appeler traditionnelle, aussi dans cette perspective de relocalisation, combien Renault produisait d'entreprises, d'automobiles sur le sol français en 2000 et aujourd'hui, quelle a été la réduction de la voilure sur le sol français? Alors, ça, je ne vais pas avoir. Enfin, disons que il y a une réduction importante, mais là, vous avez les chiffres. Hein, 2020 ou 2021 sont des années bizarres. 2020, parce qu'on a été fermé pendant 4 mois à cause des différentes opérations de shutdown du Covid. Et 2021, on a, entre guillemets, pas assez de composants électroniques. Donc, si on on prend a 2018 perdu. ou 2019 par rapport à 2000? Je pense que par rapport à 2000, je n'ai pas les chiffres en tête, mais Hélène, je ne sais pas la communication qu'on fait là-dessus. On doit être sur moins 30 à moins 40%. Mais c'est cohérent en fait avec la localisation de nos ventes. C'est-à-dire que la stratégie de Renault était d'arrêter de transporter, on va dire, les organes sur des centaines de milliers de kilomètres, etc. Et donc de fabriquer nos voitures sur le lieu de vente. Donc aujourd'hui, nous, on a nos activités européennes qui sont cohérentes, enfin nos activités de production en Europe qui sont cohérentes avec les ventes qu'on réalise en Europe. On a des activités de production en Amérique du Sud, on a des opérations en Corée. Vous êtes rapproché de vos clients. Voilà. Donc l'idée, c'est vraiment de se rapprocher de nos clients. Et si une petite question dans la transition par rapport, avant que vous nous parliez de digitalisation, comme on l'avait évoqué, est-ce que ce pourcentage, en tout cas de voitures produites en France, en particulier si on se concentre sur la marque Renault au sens strict, à l'horizon 2030, avec l'électrification en cours, est-ce que vous pensez que ce pourcentage de voitures électriques du seul groupe Renault sur la France sera supérieur à la production de Renault véhicules traditionnels? Alors, oui, alors la production de véhicules électriques de Renault en France sera très supérieure aux véhicules traditionnels, puisqu'il n'y aura quasiment plus de véhicules traditionnels. Voilà. Par contre, en 2030, il y a quand même une composante un petit peu nouvelle sur laquelle on travaille beaucoup, c'est finalement l'allongement de la durée de vie de nos voitures et de l'utilisation de nos voitures. Donc je ne suis pas sûr qu'en 2030, on puisse parler exactement du même objet. C'est-à-dire que si vous avez une voiture, entre guillemets, en autopartage, ouais. qui, au lieu de faire dans une utilisation normale, 200 000 km, on va la pousser à 800 000, 900 000, 1 million de kilomètres avec une utilisation beaucoup plus importante, vous ne fabriquez plus exactement le même objet. Puisque vous avez une voiture qui va être utilisée beaucoup plus. Donc, en termes de volume, ça serait plutôt intéressant de le regarder ensuite en chiffre d'affaires. En chiffre d'affaires, ce sera plus parlant parce que forcément, une voiture qui dure plus longtemps, il va y avoir du contenu un peu plus riche à l'intérieur. Pardon? Et qui est multi-client. Oui, et qui est exactement, qui est multi-client. Donc, il y a vraiment ce changement-là qui fait partie des ruptures qu'on est en train de faire. Et ça m'amène finalement, ça me donne une transition un peu naturelle avec l'activité de refactory qu'on est en train de
faire sur l'usine de Flins. Alors, l'usine de Flins, c'est l'usine dans laquelle moi j'ai démarré. Donc, comme jeune ingénieur, j'y suis retourné, j'étais patron des opérations, etc. Donc, une usine qui me touche pas mal. Donc, et on va arrêter la fabrication traditionnelle de voitures sur l'usine de Flins. Mais ce n'est pas pour autant qu'on va arrêter l'activité automobile sur le site. Donc, ce qu'on met en place sur le site, c'est une activité de refactory, de rétrofit et de gestion de flotte et de gestion de batterie. C'est-à-dire que on va réintroduire finalement dans notre système industriel des voitures usagées ou des voitures de flotte qu'on va traiter. Donc, une grande partie aujourd'hui du système ou de l'entretien des véhicules est géré dans les garages, dans les succursales, etc. Demain, ce qu'on envisage, c'est finalement, pour avoir des opérations beaucoup plus efficaces, désengorger également les villes, c'est de réaliser cette activité-là également à l'intérieur de nos sites industriels sur des lignes de fabrication automatisées. Donc, à la fois pour prendre une voiture comme on le fait aujourd'hui, on va traiter bientôt plus de 100 000 voitures d'occasion à l'usine de Flins, que l'on revend ensuite par notre succursale. Mais l'idée, c'est de rétrofiter ces voitures, c'est-à-dire leur redonner une nouvelle jeunesse, dont une voiture qui a déjà fait 150 000, 200 000, lui rajouter des nouveaux softwares, des nouvelles fonctionnalités qui font que ce ne sera pas la même voiture que celle qu'on a vendue en première montre. Donc ça, c'est quand même un changement assez important par rapport à ce qu'on peut réaliser. Deuxième élément, c'est la gestion de flotte. La gestion de flotte. Donc, si Renault se retrouve à être gestionnaire de flotte, côté industrie, on s'organise pour être capable finalement de gérer également ces voitures de flotte. Typiquement aujourd'hui, si vous regardez le business d'un Airbus ou d'autres, etc., la maintenance des avions, l'activité de maintenance en cours d'activité des avions est quasiment équivalente en termes d'activité industrielle que l'activité de première fabrication. On pense que ce shift-là va avoir lieu également sur l'industrie automobile. Et donc, ce sont ce genre de choses qu'on est en train de mettre en place sur l'usine de Flins et qu'on va progressivement déployer dans l'ensemble de nos autres sites. Si je continue, on n'a pas parlé de neutralité carbone, donc on a des objectifs qui sont assez ambitieux et très challenging pour nous. C'est diviser par 2 les émissions de nos sites industriels par rapport à ce qu'on faisait en 2019, diminuer de 30% les émissions liées à tout ce qui est logistique finalement de nos voitures par rapport à 2019. Et en ce qui concerne plus spécifiquement nos usines, sur Electricity et l'usine de Cléon, d'avoir une neutralité carbone en 2025, une neutralité carbone européenne en 2030 et être complètement neutre en 2050. Et donc, pour ça, on engage des tas d'opérations de transformation de nos sites, de changement de nos processus et d'utilisation du digital, finalement, pour réussir à faire cette transformation. Donc, un des éléments importants pour réussir à faire cette transformation, c'est l'apport de ce qu'on appelle la digitalisation de l'industrie 4.0. Alors, l'industrie 4.0, vous savez sûrement mieux que moi, il y a eu trois révolutions industrielles avant la quatrième. Première, c'est tout ce qui tournait autour de l'utilisation de la source de puissance qu'est la vapeur. Le rail également a été un des moteurs majeurs dans la première révolution industrielle. La deuxième, c'est l'électricité et la production de masse avec le taylorisme. La troisième révolution, l'arrivée des robots et de l'usage des ordinateurs. Donc, voilà, ce n'est pas l'apanage de la quatrième révolution industrielle de parler de robots et d'ordinateurs. Ça existait déjà au sein de la troisième révolution. Mais donc, qu'est-ce qui change et en quoi, finalement, on peut appeler ça une quatrième révolution pour nous, les technologies que l'on met en œuvre.
Alors, préunitairement, il n'y a pas de rupture technologique, où il n'y a pas une seule technologie majeure qu'on peut citer en exergue. Comme pour la première révolution, il y avait la vapeur, voilà, ou pour la deuxième révolution, l'électricité, qui ont vraiment été des changements. Sur la quatrième révolution, il n'y a pas d'élément saillant, finalement, qui serait le seul et unique slogan pour la caractériser. Mais c'est tout un ensemble de choses qui nous permettent industriellement de changer la donne. Donc, le premier point, c'est tout ce qui est autour de la connexion massive et l'interconnexion, finalement, de nos machines. On avait déjà des automates pour gérer nos automatismes, nos robots, etc. Mais aujourd'hui, ces automates sont complètement reliés à notre système informatique. Donc, ce qu'on appelle la convergence OT-IT, vous avez peut-être entendu parler, c'est la convergence finalement entre les technologies des opérations et les technologies d'information. Et du coup, la fusion finalement entre les deux. Deuxième point, la possibilité de faire toutes ces connexions-là de manière wireless, donc sans fil, over the air, etc. Donc ça également, ça met à disposition pour nous dans les usines, pour nos opérateurs, pour nos techniciens de fabrication, ça leur donne la possibilité d'avoir l'information en temps réel là où ils sont en train de travailler. Ils ne sont pas en permanence obligés de retourner à leur bureau pour faire un certain nombre de choses. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui change la donne, cette capacité à avoir l'information là où on est en train de travailler en temps réel et de se connecter à l'ensemble des informations disponibles. Troisième élément marquant pour nous, c'est l'utilisation de la donnée. Donc, dans la 3, il y avait, bien sûr, comme il y avait des ordinateurs, on utilisait déjà les données avant, mais c'est la décroissance et la réduction très significative du prix de stockage de la donnée. Donc, qui nous permet, parce qu'on est des très très grands producteurs de données au sein de l'industrie avec nos machines, et on a été absolument dans l'incapacité de gérer tout ça dans les années passées. Avec les avancées technologiques, on est maintenant capable de récupérer toutes ces données-là et de les utiliser à des coûts tout à fait raisonnables. Donc, c'est la capacité de stockage. Et deuxième élément, ensuite, la capacité de processing de ces données, de faire des calculs, des algorithmes, etc. Et lorsque vous mettez ces 4 éléments ensemble, c'est là où effectivement, comme je vais en parler ensuite, on nous donne, à nous, industriels, une possibilité finalement de, comme disent les anglo-saxons, de change the game, de changer le jeu, d'avoir des ruptures en termes de performance. Alors, chez Renault, la transformation Industrie 4.0, comment on la voit? Premier point, cette transformation, c'est un catalyseur. On ne fait pas de la technologie pour se faire plaisir. On va utiliser la technologie pour répondre à des objectifs business, pour répondre finalement à des demandes de nos clients. Soit en termes de coût, en termes de qualité, en termes de stock et en termes de satisfaction d'usage sur les voitures. Donc, c'est vraiment à chaque fois dans notre transformation, et ça, c'est les 10 années ou 15 années d'expérience de production system et sur le lean qui nous donne ça. C'est vraiment toujours de partir finalement d'un problème opérationnel qu'on va chercher à traiter. Et avant même d'essayer d'automatiser ou de mettre de digital, la première chose, c'est pourquoi on fait ce processus-là. Est-ce qu'il y a un intérêt? Donc, avant d'automatiser, toujours essayer de supprimer pour voir s'il n'y a pas des tâches inutiles que l'on réalise. Alors, là, ce que vous voyez sur le bas du slide avec les couleurs, là, ce sont les 5 grands axes de transformation qu'on a mis en œuvre depuis 2016 dans nos usines. Mais avant même de parler de ces 5 grands axes, ce que je voudrais, c'est évoquer la petite barre qui est en bas, qui s'appelle les fondations ou les enablers. C'est tout le travail qu'on a réalisé pour rendre possible cette transformation. Vous ne pouvez pas dire que vous allez donner de la connectivité à vos opérateurs, qu'on va capter les données dans vos machines, si vous n'avez pas mis en place le Wi-Fi, les réseaux de données, le câblage avec les zones de sécurité qui vont bien pour opérer vos machines.
Donc, une usine comme Flins, je ne sais pas si certains parmi vous ont déjà visité une usine automobile, mais une usine comme l'usine de Flins, c'est 260 hectares, on va dire, au niveau du site, et en bâtiment, c'est 60 hectares de bâtiment. Donc, quand vous dites, hein, je mets en place un réseau qui permet à tous mes opérateurs, tous mes chefs d'équipe, mes techniciens, d'accéder à l'information en temps réel, ça veut dire que vous mettez du Wi-Fi sur 60 hectares de bâtiments, avec des poteaux. Voilà, c'est une infrastructure, des poteaux métalliques, donc avec des inconvénients sur la propagation des réseaux beaucoup plus forts que dans des bâtiments traditionnels, pour arriver à faire passer l'information. Donc, ce sont des investissements assez importants qu'on a mis en œuvre depuis 2016, qui fait que l'ensemble de nos usines de Renault sont connectées et vous avez le Wi-Fi opérationnel, l'accès à la donnée. Donc ça peut sembler relativement évident qu'il faut faire ça, mais sachez qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises qui se disent, au fait, en 2021, qui se disent, les industries, ça serait bien qu'on mette le Wi-Fi ou qu'on passe à la 5G sur l'ensemble de nos ateliers. Donc, nous, c'est quelque chose qu'on a fait il y a plus de 3 ans et qui nous a donné la possibilité de déployer les projets dont je vais parler après. Deuxième fondation, c'est le captage des données, la connexion des machines avec la protection. Ça j'y reviendrai après. C'est un des éléments clés qui nous permet de faire un copier-coller. Donc maintenant, je vais passer sur les piliers de la transformation. Je vais commencer par celui qui est orange, là, celui par lequel on a démarré, qui était finalement plus simple, qu'on appelle Connected Workforce. Donc, c'est la connexion de l'ensemble de nos équipes. Donc là, on n'a pas révolutionné finalement les usages, on n'a pas créé de nouvelles informations. On a simplement mis à disposition, par exemple pour un chef d'équipe ou un technicien de maintenance, en temps réel, l'ensemble des informations qui le concernaient. Donc, venant des systèmes de la qualité, venant des systèmes de la maintenance, venant des systèmes de la fiabilité. Mais au lieu d'avoir des systèmes qui finalement disaient vous avez besoin d'informations qualité, je me connecte à un machin qualité, vous avez besoin d'informations ressources humaines, je me connecte à quelque chose qui est RH. On a mis en place des systèmes qui permettent d'avoir, je suis un chef d'équipe, je vais avoir l'ensemble des informations qui me concernent, les informations de ressources humaines, les informations de coûts, de production, etc. Et ça, c'est un changement énorme, c'est une perte de temps colossale. Nous, on avait calculé qu'à peu près un chef d'équipe en fabrication, quand il surveille une chaîne qui fait à peu près 200 à 400 mètres de long, il dépensait par jour plus de 3 km en aller-retour successifs pour aller chercher des informations à son bureau. Alors, voilà, je ne sais pas si dans l'éducation, vous avez les mêmes difficultés d'accès à l'information en temps réel, mais typiquement dans un atelier, on avait ces déplacements incessants, sans valeur ajoutée pour le client. Le client ne nous achète pas une voiture, il ne nous achète pas des pas d'un chef d'équipe, il nous achète une voiture. Donc, le premier travail qu'on a réalisé, ça a été de mettre en place des applications mobiles sur des tablettes, etc., avec des gains très rapides, on va dire. Deuxième pilier, le pilotage temps réel des opérations. Donc, c'est la capacité, finalement, quand vous avez une ligne, de savoir en permanence ce qui se passe dans la totalité d'une usine, ce qui fait que vous allez voir beaucoup plus vite un problème apparaître. Donc, une décision qui autrefois été prise par un directeur parce que le problème était devenu très gros, au bout d'une semaine, crac, on voyait le machin, et un directeur devenait intervenir. Aujourd'hui, c'est un chef d'atelier, c'est un technicien d'approvisionnement qui va intervenir avant que le problème soit devenu trop gros. Et comment on a réalisé ça? Alors, en remplaçant progressivement tous nos systèmes de supervision à l'intérieur de nos lignes en utilisant les technologies dont j'ai parlé tout à l'heure. Troisième item, le chantier Full Track and Trace, donc c'est traçabilité et tracking. Là, pour le coup, je pense que autant l'industrie automobile est en avance sur la performance, sur le lean, etc., compte tenu des temps de cycle très rapides, on a plutôt été en avance.
En revanche, sur la traçabilité et le tracking, l'industrie agroalimentaire ou l'industrie aéronautique avait plutôt de l'avance sur nous. Donc là, l'idée, c'était vraiment de changer en profondeur, pas seulement dans la technique, mais aussi dans la compréhension de nos processus d'assemblage, pour savoir complètement, quand je monte une voiture, l'ensemble des pièces qui ont été montées sur cette voiture, avec les traçabilités unitaires, les références, etc., et également la traçabilité humaine, c'est-à-dire qui a fait le job, qu'on soit capable de dire, voilà, la personne qui a monté cette opération était quelqu'un de formé, et l'entreprise lui avait bien donné tous les moyens pour faire le boulot. Donc c'est un vrai changement culturel chez nous, d'avoir pu mettre ça en place. Quatrième item, flexibilité de notre supply chain et de nos usines. Là, on va sortir finalement de nos usines, on va interconnecter, et on a interconnecté avec nos fournisseurs et finalement le réseau commercial pour donner de la visibilité de ce qui est en train de se passer. Donc, finalement, c'est un peu casser les frontières, casser les silos entre les différents systèmes que l'on a mis en œuvre au travers de ce pilier-là. Et puis enfin, le dernier pilier qu'on appelle Process 4.0, là où vous allez trouver à l'intérieur de tout ça, tout ce qui concerne le jumeau numérique. Je ne sais pas si jumeau numérique, ça vous parle. C'est quelque chose qu'on voit beaucoup dans la presse, mais qui là est en train de devenir une réalité. C'est la capacité finalement à modéliser complètement un ensemble, un système industriel complet, que ce soit la partie supply ou la partie machine ou la partie pièce, en parallèle de ce qui se passe sur le physique. Ce qui veut dire qu'en permanence, vous avez les deux mondes qui discutent, etc., qui s'échangent des informations et sur lequel vous pouvez faire des simulations dans le monde du jumeau numérique et également faire des prédictions sur ce qui est en train de se passer grâce à ce jumeau numérique. Et ça s'applique pas seulement au processus, hein, ça s'applique aussi à l'approvisionnement, à des camions que vous allez voir en temps réel se déplacer d'un fournisseur A vers notre site. On va voir en temps réel que ce camion il a été bloqué pour telle et telle raison, et on va pouvoir prendre les décisions ad hoc pour traiter tout ça. Alors, pour vous, j'imagine que vous utilisez tous Waze, vous utilisez tous avec vos différents sujets. Vous pouvez vous dire, mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas déjà ça finalement dans l'ensemble de nos usines, de dispositifs de tracking? Eh bien, parce qu'en fait, on est dans des macrosystèmes très, très interconnectés et que vous ne pouvez pas juste plugger un système, même génial comme Waze, si vous ne l'interconnectez pas aux autres systèmes de décision et de pilotage de l'entreprise, vous avez juste rajouté une couche. Vous avez juste rajouté de la complexité. Donc, pour arriver à transformer, et c'est bien ça la complexité de ce que l'on réalise. Il faut que tous ces systèmes-là, finalement, se parlent et qu'on fasse au passage le ménage, comme le disais tout à l'heure, sur les tâches à non-valeur ajoutée dans nos processus. Donc, ça, c'était pour les 5 axes. Maintenant, je voudrais faire peut-être un petit zoom sur un sujet dont vous avez aussi forcément beaucoup entendu parler, bien sûr de la data dans l'ensemble du monde en dehors de l'industrie, mais l'utilisation de la data dans le monde industriel a une spécificité un peu différente de ce que l'on peut faire, par exemple, pour un Amazon. Amazon, quand il veut faire des prédictions sur les ventes de la future basket Nike avec telle ou telle couleur, il a des millions d'enregistrements de clients sur lesquels il va pouvoir s'appuyer pour pouvoir faire une prédiction. Et la prédiction qu'il va faire, ça va être plutôt des pourcentages. Il va dire, voilà, je pense que je vais en vendre tant, etc. Bon. En ce qui nous concerne, pour reprendre l'exemple de la basket, là, nous, chez Renault, typiquement, on a 10 000 robots. On n'a pas 10 000 robots identiques. On a 10 000 robots qui font 10 000 opérations différentes, de marques différentes et de générations différentes. Une usine automobile, mais je pense que c'est vrai dans d'autres industries, c'est le salon de la machine-outil de 1990 à 2020. Donc, capter les informations dans l'ensemble de ces machines de manière pour pouvoir les utiliser de manière intelligente
c'est un vrai challenge. Donc, pour nous, la difficulté pour nous industriels, ce n'est pas de réaliser les algorithmes de prédiction, mais c'est le premier mètre de la donnée. C'est d'extraire la donnée de nos vieilles machines, de nos vieilles usines, de nos installations, et de faire cohabiter ça avec les nouveaux systèmes. Et donc, la transformation que nous avons faite chez Renault, ça a été de créer une équipe multidisciplinaire entre justement en fusionnant finalement nos automaticiens et les informaticiens pour aller créer des standards de connexion de ces machines à des prix défiant toute concurrence, qui font qu'aujourd'hui, je suis capable de connecter très rapidement un robot dans une usine en Espagne, dans une usine en France, que ce soit un robot qui fait de la soudure, une pompe de relevage ou un centre d'usinage. Et j'utilise, même si c'est un robot Comao ou un robot ABB, il y en a un qui va utiliser des degrés et l'autre des radians, nous avons unifié finalement le vocabulaire de la donnée de ces machines, qui vont faire que lorsque je vais trouver une application super intéressante sur la donnée et les robots, je vais pouvoir très facilement faire du copier-coller d'une machine à une autre. Alors ça peut être difficile pour vous d'imaginer que c'est complexe à notre niveau, mais c'est aujourd'hui le point dur majeur de l'ensemble des industriels. Il y a plein d'industriels aujourd'hui qui ont connecté leurs machines, mais de manière superficielle, et qui sont incapables d'aller chercher à l'intérieur de machines des données pertinentes pour les utiliser. Donc ça, c'est le bas de la couche. Et puis ensuite, vous allez avoir donc, au niveau supérieur donc, l'utilisation de logiciels ou d'algorithmes pour faire de l'optimisation. Donc, pour faire l'optimisation de consommation d'énergie, l'optimisation pour diminuer le loupé, etc. Et ça, entre guillemets, ça paraît toujours, quand vous entendez les exemples dans les différents journaux, ce n'est pas la partie compliquée. Ce n'est pas la partie compliquée, où il y a plein d'applications d'open source qui sont possibles de faire ça. Aujourd'hui, le vrai challenge et la difficulté en termes de recrutement, de compétences et de formation, elle est sur la partie basse. Et tous mes collègues, donc moi je préside un groupe de mes homologues, donc j'ai mon homologue de Total, d'Alstom, de Total, de Airbus, etc., de Michelin, et avec mes collègues étrangers, on a tous la même difficulté aujourd'hui, non pas à trouver des informaticiens en haut pour faire les algorithmes, hein, mais sur la partie basse, à faire finalement cohabiter les deux mondes. C'est vraiment là-dessus qu'il y a une vraie transition qui est en train de s'opérer aujourd'hui. Alors peut-être une question justement sur la transition. Je ne sais pas si vous avez fini votre PowerPoint, mais sur le volet RH, en effet, on pouvait s'attendre à ce que le manque de compétences en termes de masse soit surtout sur des profils, on va dire, Bac+5 type ingénieur. Or, vous avez l'air de dire que c'est plutôt à l'échelle de Bac+2, Bac+3, technicien supérieur, logisticien. Alors, pour cette partie-là, pour les automaticiens, ce sont aussi des Bac+5. Hein. Ce sont aussi des Bac+5, mais avec des formations, non pas d'informaticiens, mais des formations d'automaticiens. Bien sûr, des BTS automatisme, etc. Ce sont des ressources extrêmement rares et difficiles à sourcer aujourd'hui. Ok. Vous avez terminé ou passez la main? J'ai peut-être un dernier point finalement. C'était de vous montrer finalement un overview. Alors, je sais pas, on ne voit pas le haut de l'écran. J'ai fait ce slide parce que je suis dans un board d'experts finalement qui décerne des awards sur les usines au travers de la planète là, qui ont transformé, qui sont devenus ce qu'on appelle Lighthouse, des phares de l'industrie 4.0. Donc là, c'est une analyse des 70 dernières usines qui ont eu l'award Industrie 4.0. Donc vous allez trouver Foxconn, vous allez trouver des boîtes comme Johnson & Johnson, vous allez trouver plein de boîtes en Chine. Des Allemands, des Australiens, etc., dans des tas de domaines différents. Et là, ce que j'ai voulu vous mettre ici, ce sont les méga-trends, c'est-à-dire dans l'ensemble de ces dossiers,
hein, quels sont finalement les changements qui sont réalisés. Donc, sans surprise, ce que vous voyez en tête de gondole, c'est les transformations avec les gains qui sont réalisés en pourcentage dans l'utilisation de la donnée. Donc, que ce soit en productivité, en qualité, en satisfaction client, etc. Donc, et l'utilisation de la donnée, même sur des sites très modernes, sur lesquels les machines sont récentes, etc., l'utilisation de la donnée sur l'ensemble du processus va vous permettre d'aller chercher des gains de performance à 2 chiffres. Ce que vous pouvez voir là sur mon slide de droite. Donc, c'est vraiment une tendance très, 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 très forte aujourd'hui. Et on est tous, les industriels, les premiers surpris, finalement, des gains que l'on réalise, même sur des installations qu'on pensait optimiser. Le fait d'avoir finalement une vision de bout en bout, ce qu'on appelle de end-to-end, de nos processus, on arrive à aller rechercher des gains assez inattendus de notre côté. Donc, en dessous, vous avez les autres tendances qui sont poussées dans ces usines au travers de la planète. Mais là, vous avez une vue, on va dire, des 70 meilleures usines, que ce soit dans l'automobile, la pharmacie, oil and gas, food electronics, que j'ai pu examiner dans ce jury d'experts. Voilà, j'en ai terminé pour cette overview et je vais laisser la parole à Ilona pour parler un peu plus de compétences et de transformation de formation au sein de nos opérations. Merci beaucoup. Et on reviendra vers vous pour des questions globales.